Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Fabrice, fondateur de Kitoko Job, une entreprise dédiée au développement de l'insertion professionnelle. Si vous êtes demandeur d'emploi, en reconversion professionnelle ou en charge d'un public spécifique tel que des étudiants, ce qui va suivre est fait pour vous. Convaincre un employeur est un long processus qui commence par la compréhension exacte de son offre d'emploi. C'est la raison pour laquelle il est important que le candidat retienne ce qui va suivre. Sur ce sujet, nous allons voir ensemble deux points de vue, celui du candidat et celui de l'employeur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une offre d'emploi? Pour faire simple, c'est un appel de l'employeur désireux de trouver un candidat pour renforcer son équipe. Lorsqu'une offre d'emploi voit le jour, elle se décline en 9 points, qui sont les suivants. En 1, l'intitulé du poste. Le candidat peut juger que l'intitulé du poste est attractif, valorisant, voire même qui sous-entend un poste à forte responsabilité. L'employeur valorise délibérément l'intitulé du poste au-delà de ce qu'il est réellement dans le seul but d'attirer plus de candidats. Un joli titre captive toujours plus d'attention. Retenez qu'un métier peut avoir plusieurs dénominations. Exemple, vendeur, conseiller de vente, employé de commerce, etc. Il ne faut pas se laisser impressionner par des noms de postes techniques car bien souvent le métier est plus simple dans son exécution que ce que vous pensez. La méthode est fréquente, vous ou un autre avez sans doute déjà rencontré ce cas de figure. En 2, l'entreprise. Pour le candidat, l'entreprise mentionnée est celle qui va l'embaucher et donc celle pour qui il va travailler, ce qui peut paraître évident. Pour l'employeur, l'entreprise mentionnée est celle qui embauchera le candidat, mais ce n'est pas forcément pour elle que le candidat travaillera. Il peut être amené à travailler pour une autre société. On voit ce phénomène de manière permanente avec les agences d'intérim, mais aussi de manière occasionnelle, comme dans le bâtiment, on appelle ça du prêt de main-d'œuvre. Retenez qu'il faut être prêt à ce qu'on vous demande de travailler pour une autre société ou dans une autre enseigne à n'importe quel moment de votre carrière. En 3, la position géographique. Chaque offre est associée à une ville, un département ou une région. Le candidat voit la position géographique de l'offre d'emploi comme étant son futur lieu d'activité. L'employeur, lui, voit le lieu comme étant la zone où la société a besoin de personnel à un moment donné. Mais ce lieu n'est en rien définitif. Si le besoin est ailleurs, le candidat peut se voir demander d'être transféré sur un autre site. Retenez que cette demande n'est pas obligatoire, mais votre mobilité peut être fort utile en cas de décision de ce genre. Dans un contrat de travail, on peut trouver ça sous forme de clause de mobilité. En 4, le type de contrat. Le candidat postule sur une offre en fonction du type de contrat proposé. Il favorise principalement les CDI ou les CDD. L'employeur, lorsqu'il propose un CDI, c'est clair, il n'y a pas de surprise, un CDI, c'est un CDI. En revanche, lorsqu'il propose un CDD, le CDD peut conduire à un renouvellement de CDD ou à un CDI. Ceci dit, cette information est gardée secrète. Pourquoi ? Parce qu'un candidat peut changer d'attitude de manière négative une fois le CDI signé. Par exemple, multiplier les absences ou les retards, ce qui n'est pas en faveur de l'employeur. Retenez que peu importe le type de contrat, un emploi reste un emploi. Faites de votre mieux pour être rappelé pour un autre CDD ou pour accéder à un CDI tout en gardant votre niveau d'engagement tout au long de votre activité. En 5, le salaire. Du côté du candidat, sur la base du SMIC, le salaire apparaît de 3 façons. Soit 10 euros de l'heure, soit un peu plus de 1500 euros par mois, soit un peu plus de 18 000 à l'année. Le candidat peut penser, surtout si c'est son premier emploi, que le montant indiqué est celui qui sera versé sur son compte bancaire. Du côté de l'employeur, on privilégie l'information de manière mensuelle, 1500 euros ou 1200 euros. Ces deux montants sont différents, mais ils représentent la même chose. Celui d'un salaire, l'un exprimé en brut, c'est-à-dire avant déduction des charges, et l'autre est exprimé en net, c'est-à-dire après déduction des charges. L'employeur va prioriser l'apparition du salaire en brut, que ce soit au prix de l'heure, au mois ou à l'année. Le brut étant plus élevé, il va naturellement attirer plus de candidats. Retenez que le salaire cache souvent des conditions de travail qui peuvent le rendre plus ou moins intéressant. Par exemple, point positif, une entreprise qui prend en charge le coût des repas des salariés à travers des tickets restaurants. Ou point négatif, un lieu de travail éloigné qui nécessite des frais de carburant plus importants. De ce fait, le salaire ne doit pas être un critère décisif. En 6, le descriptif du poste. Le candidat compare ce qui est indiqué sur l'offre avec ses propres capacités professionnelles. Et en fonction de son analyse, il va oui ou non postuler. Pour l'employeur, le descriptif correspond aux compétences attendues de la part du candidat idéal. Dans la mesure où le candidat n'est pas qualifié ou compétent, le descriptif correspond à ce que l'employeur va lui demander d'apprendre à travers une formation, soit en interne, soit en externe.
Retenez que toutes les entreprises forment leurs salariés. Que vous soyez qualifié ou non n'a pas d'importance. Si vous êtes qualifié, vous aurez une période d'évaluation pour s'assurer que vous maîtrisez ce que vous prétendez savoir faire. Pour les personnes non qualifiées, vous serez tout simplement formé. En 7, le profil idéal. Le candidat est simple dans sa manière de penser. Soit il correspond aux exigences, exemple avoir 2 ans d'expérience, il postule, soit il ne correspond pas, 6 mois d'expérience sur les 2 ans demandés à son actif, et de ce fait, il ne s'y attarde pas. L'employeur donne une idée de ce qu'il espère trouver chez le candidat idéal, mais il reste ouvert à tout autre profil qui s'en rapproche. Retenez que les critères de sélection ne sont pas fixes, bien au contraire. Ils sont modulables et donc compatibles à un public plus large. Il n'y a pas de bon ou mauvais candidat, il y a uniquement des profils différents. En 8, les avantages. Le candidat voit ce qui est indiqué pour ce qui est acquis lors de la signature du contrat, tels que les tickets restaurants, les primes, la voiture de fonction, etc. L'employeur indique ce qu'il y a à disposition du salarié sans préciser les conditions d'attribution. Par exemple, sous condition de résultat, pour avoir cette prime, il faut avoir fait tant de chiffres d'affaires, tant de ventes, ou sous des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, comme avoir passé la période d'essai ou avoir atteint la première année d'ancienneté. Retenez que ces avantages peuvent être aléatoires comme le montant des primes. Les avantages se présentent sous différentes formes, nature ou financière. Ce qui est sûr, c'est que ces avantages ne sont pas notés dans le contrat. En conséquence, ils peuvent à tout moment disparaître. En 9, les évolutions de carrière. Le candidat peut penser qu'il pourra accéder à des postes supérieurs dans l'entreprise accueillante grâce à son travail et son engagement. Ce qui n'est pas faux, mais malheureusement pas toujours le cas. L'employeur précise les évolutions possibles dans le secteur d'activité qu'il exerce, mais rien ne garantit que ces évolutions pourront se faire au sein même de sa propre entreprise. Retenez que si vous souhaitez des postes importants, réaliser une formation préalable vous permettra d'atteindre votre objectif plus rapidement que d'attendre que votre employeur vous donne une promotion. L'épisode touche à sa fin. Sur ce, je vous dis bonne chance dans votre recherche d'emploi et rendez-vous au prochain épisode.